Bon, ben merci d'être venu à cette conférence, la première à Carbo. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, comme je vous l'ai présenté rapidement, mon nom c'est Hugues Debotte. J'organise cette conférence en vue d'expliquer de passer un certain nombre d'informations sur le droit alsacien, qui, contrairement aux apparences, alors qu'ici on est en Occitanie, concerne toute la France. Vous allez vite le comprendre à travers ce que j'ai expliqué. J'ai repris les études il n'y a pas très longtemps, il y a maintenant 3 ans, en vue d'atteindre un doctorat afin de remettre en route ce droit qui n'est plus enseigné et dont le monde universitaire a besoin pour comprendre comment ça fonctionne en Alsace-Moselle, sachant que ça crée beaucoup de contentieux, notamment en droit administratif, avec le reste de la France. Et je vous donnerai plus de détails sur ces aspects-là à la fin, après l'exposé, parce que dedans je ne peux pas tout expliquer, bien sûr. Donc c'est filmé, enregistré avec la Concorde TV, un projet de Gilets jaunes Île-de-France, mais qui touche toute la France, qui s'était mis en sommeil pendant 2 ans et qui renaît de ses cendres avec une nouvelle équipe, notamment de jeunes vidéastes de Carmont, et des studios et tout l'équipement. Ça sera monté et diffusé ultérieurement. Et puis donc, la Libre Pensée, dont l'autre représentant qui est ici. J'ai créé avec des amis juristes une agence de droit international public basée à Genève. Pour l'instant, c'est encore une coquille un peu vide, mais on va lever des fonds pour l'année prochaine, afin de pouvoir sanctuariser et encadrer le droit international dont on a besoin pour l'équation du droit alsacien. Mais pas que. C'est aussi pour travailler tout ce qui va être souveraineté du peuple, et son émancipation pour effectivement vivre un éventuel moment constituant avec des réponses qui viennent de l'extérieur. Mais ça, c'est un autre sujet. Et le média partenaire numéro 1 de Legatia, c'est la Concorde TV, afin de pouvoir filmer, diffuser tout ce qui sera fait avec cette agence. Et donc surtout, un grand remerciement à Jean-Luc Fizer, l'Alsacien que j'ai rencontré un peu par accident il y a 5 ans, qui est un retraité, chercheur indépendant, qui a surtout été victime d'escroquerie à l'héritage. Son héritage n'est toujours pas résolu, il est en congélateur en quelque sorte depuis 15 ans, et qui a initié donc les Sentinelles citoyennes, qui est un groupe formel de citoyens qui veulent alerter sur le dysfonctionnement des institutions, à commencer par celle concernant l'Alsace. Et il y a son blog que vous avez là, qui est Le Sens de l'Alsace. D'une façon ou d'une autre, et la vidéo et le PowerPoint vous seront mis à disposition si vous le souhaitez. Après, vous aurez toutes les références. Donc, mon exposé va se passer en 2 moments. Théoriquement, une petite demi-heure pour la partie phrase historique, et puis la deuxième demi-heure, ce qui va porter sur la question du concordat qui s'applique toujours là-bas. Il était important de remonter à la source historique pour comprendre d'où vient la racine de l'existence et du maintien de ce droit et pourquoi. Et vous verrez que c'est lié au droit international public, d'où la raison de la création de l'agence. Et là-bas, on appelle ça un droit local. On va vite voir que c'est un droit allemand avant d'être un droit local. Alors, pour schématiser les choses, on va avoir une parcours. Je vais vous présenter la diapo directe. Alors, ce que vous avez là, les traits pleins, ça symbolise la Constitution en vigueur. Et elle est mise en miroir lorsqu'elle s'applique aussi, au même moment, en Alsace. Les traits en hachuré, c'est les lois qui sont rattachées à cette Constitution. Et le cadre noir, c'est pour dire à quoi est rattachée l'Alsace à tel ou tel moment de l'histoire. Donc j'ai commencé en 1852, au moment de la naissance de l'Empire, du Second Empire, lors d'un coup d'État. Et à ce moment-là, l'Alsace était déjà là depuis 1697, après la fin de la guerre de 30 ans avec Louis XIV. En 1871, Napoléon III se fait prisonnier pour avoir perdu la guerre contre la Prusse. Il faut savoir que cette guerre a été déclenchée initialement parce qu'en fait, Napoléon voyait d'un mauvais œil un mariage entre une souveraine espagnole et le souverain prusse ou allemand. Et le mariage aurait pris en tenaille des 2 côtés. Et on sait que la France a toujours été très longtemps indépendante des empires, toujours été la guerre, notamment avec l'empire allemand.
Au moment de la victoire, eh bien, le Reich naît et les Allemands vont faire quelque chose un peu violemment, pas totalement en respectant les règles du droit international, mais malgré tout, ils vont écraser la constitution qui est en vigueur sur l'Alsace au niveau français et ils vont conserver un certain nombre de lois qu'ils vont reconnaître officiellement. Même s'ils les laissent en français, ils admettent la traduction et elle est valable. Ça, c'est un point très important pour comprendre le processus inverse qui a dysfonctionné du côté français plus tard. Donc là, ensuite, vous avez le Code civil qui naît au même moment, mais il sera vraiment promulgué que dans les 30 ans qui suivent, par morceaux, au fur et à mesure. Et en 1875, côté français, on a donc la naissance de la Troisième République sous forme de loi organique et non pas de constitution. Et le Code civil allemand, lui, se mettra en route qu'en 1901, au même moment que la loi de 1901 sur les associations en France. C'est à peu près le même Code civil que les Allemands d'aujourd'hui. Il y a le même nombre d'articles, mais les phrases sont tournées autrement, mais le contenu veut dire exactement la même chose. À quelques bidouillages près qui s'est passé en France du côté de l'Alsace. Plus tard. En 1900, donc ça c'est ce que je viens de vous dire, en 1905, donc, loi de séparation de l'Église et l'État, puisqu'on fête les 120 ans cette année, c'est le premier jour du 121e année, aujourd'hui. Du fait que l'Alsace n'est pas rattachée à la France, et logiquement, cette loi ne s'applique pas à elle. En 1911, comme on est dans un système fédéral, il y a une deuxième constitution qui s'applique spécialement à l'Alsace-Lorraine, qui sera adoptée, mais avec la guerre qui arrive, il n'y aura pas eu le temps d'avoir un chef d'État et un système d'État fédéral propre à l'Alsace. Donc, elle aura une constitution qui lui permettra d'avoir ses propres lois, mais elle sera dépendante de Berlin. C'est ce qu'on appelle un Reichsland, donc c'est un territoire du Reich. C'est comme une propriété qui est propre à l'empereur. Après, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'empereur, il va abdiquer. Alors, on le force un petit peu. Ça se passe le 8-9 novembre. Au début, il ne voulait pas, puis on lui explique qu'il ne pourra pas faire grand-chose parce qu'il y a une révolution en Allemagne à cause de la guerre. Et du coup, il abdique et il s'en va. Et donc, la constitution du Reich, sur l'Allemagne, je veux dire, ne sera plus celle-là, ça sera la République de Weimar, qui sera promulguée qu'en octobre de l'année suivante, en 2018. Donc il fait ça, il abdique à la veille de l'armistice, c'est 2 jours avant, et l'armistice en 1918. À ce moment-là est annoncé, proclamé la République de Weimar, mais le formalisme constitutionnel n'aura lieu qu'un an plus tard. Alors qu'entre deux, il y a le traité de Versailles qui s'est mis en place. Dans les règles de la guerre, ça c'est une règle très importante, ça fait partie des règles de base en droit international public. Lorsque vous avez une guerre et que vous gagnez un territoire pendant la guerre, vous ne pouvez que faire une administration militaire. Ça c'est la première règle. Vous ne pouvez pas toucher les lois en vigueur, y compris constitutionnelles. C'est la deuxième règle. Il faut absolument un traité de paix en bonne et due forme, admis par les deux parties, une publication auprès de la population locale selon ses modes de communication propres, et non pas celui du vainqueur, et surtout, à la fin, une consultation, un plébiscite, ce qu'on appellerait aujourd'hui un référendum. Ça a été fait, par exemple, avec une polémique sur le référendum pour la Savoie, après les guerres contre l'Autriche avec l'Italie. La Savoie a été offerte par le prince de Sardaigne à Napoléon III en remerciement, et puis en clin d'œil à la mère de François Ier qui était Isabelle Savoie. Ça a été respecté dans plein de situations, donc c'est une règle qui est récurrente, et d'ailleurs on la retrouve à l'article 53 de la Constitution d'aujourd'hui, de 1958. On ne peut, les annexions de territoire ne peuvent avoir lieu que si il y a eu un traité ratifié, approuvé, et que il faut avoir le consentement de la population intéressée, ici. Donc ce n'est pas des règles qui sortent de nulle part, et ça a été remis en rappel du droit international dans notre Constitution d'aujourd'hui. Pour le traité de Versailles, beaucoup de pays ont
signé, mais tous n'avaient pas la ratification. C'est-à-dire que dans le traité de Versailles, au début, vous avez, par exemple, le président du Honduras, en mission spéciale, un ministre plénipotentiaire. Donc ils ont un mandat. C'est soit le chef d'État qui est présent dans les discussions et à la signature, soit il ne peut pas, et à ce moment-là, il donne mandat plénipotentiaire à quelqu'un qui va se charger de signer pour lui. Je vérifie que ça tourne bien quand même. Ça serait dommage. Ouais, c'est bon. Et donc il y a plein de pays qui le sont, mais on verra que, en fait, pour la France et notamment l'Allemagne, il n'y a pas de mandat plénipotentiaire. Or, le dernier article 440 du traité, c'est le traité qui a le plus d'articles dans le droit international public, précise bien que seuls les plénipotentiaires susnommés peuvent être valables pour valider le traité. Alors, je mets un bémol sur ce point, parce que traditionnellement, les initiateurs pour lancer une convention pour un traité, ils font les échanges de mandats au début. Et ce sont ceux qui ont initié le projet qui font ça. Puis ils peuvent après se rattacher beaucoup d'autres, même jusqu'à la fin, même au dernier moment. Donc ils ne vont pas répéter tout le temps qu'ils ont des mandats plénipotentiaires, ils le font au début une bonne fois pour toutes. Et les initiateurs du traité de Versailles, c'était les Français, les Anglais, etc., mais pas les Allemands, parce qu'il y avait la crise avec l'empereur et la République de Weimar qui naissait. Et donc, on verra que les signatures françaises, c'est normal que ça ne soit pas marqué dans le traité de Versailles. Par contre, pour les Allemands, c'est pas logique, parce qu'ils auraient dû devoir signer. Alors, ils font savoir qu'ils ne veulent pas cautionner tout ce qui est acte de l'empereur. S'ils avaient été plénipotentiaires et signés au nom de l'Allemagne, ça veut dire qu'ils devaient cautionner absolument tout ce que l'empereur a fait. Or, c'est une nouvelle république naissante qui considère qu'elle n'a plus rien à voir avec. Et ils font un article, ils font savoir par voie de presse, alors c'est interprété comme une manœuvre, mais ce n'est pas une manœuvre, ça reste cohérent, comme quoi ils n'auront pas de mandat plénipotentiaire, ils ne pourront pas valider le traité, ils font juste que l'observer, et le signer comme ça. Une anecdote au passage, le traité de Versailles définit donc l'Alsace-Lorraine, mais aussi la Pologne et la principauté de Monaco. Pourquoi le rouge et blanc? Parce que ce sont les restes du Saint-Empire romain, j'arrive jamais à dire, romano-germanique, en fait. Romain-germanique, voilà. Des fois, j'inverse. Et c'est pas dû non plus au hasard, puisque d'ailleurs, le prince de Monaco vient rendre visite tous les ans à ses titres, il a des territoires en Alsace. Donc, ce sont les restes du passé qui sont incarnés par leur drapeau. Dans les règles dont je vous ai parlé, il y a la consultation de la population, et de façon un petit peu, à tordre le cou des règles, Raymond Poincaré, le 9 décembre 1918, on sort de la guerre, il y a d'enthousiasme, il considère que les acclamations sur la place publique à Strasbourg vaut le plébiscite qu'on aurait dû faire en bonne et due forme sur toute l'Alsace-Lorraine. Alors je dis bien l'Alsace-Lorraine parce que vous allez voir qu'après ça va être déplacé sur uniquement l'Alsace-Moselle. Donc, voilà, il considère que le plébiscite est fait, ce qui prouve qu'il connaît les règles de la guerre. C'est pas du vent. Mais c'est calculé. On a la preuve que ces constitutions de 1911 et de 1871 existent toujours, parce que la Cour constitutionnelle actuelle de Karlsruhe, qui est l'équivalent de notre Conseil constitutionnel, en 1973 et en 1987, confirme que das Reich existit fort. Le Reich existe toujours. Je reviendrai un peu plus tard pourquoi, et notamment dans l'explication de cette décision-là de 1987, qui est un peu plus facile à comprendre. Donc, les Français ne peuvent pas toucher aux constitutions. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la constitution du Reich et celle de l'Alsace, qui modifie celle du Reich, en fait, il est expliqué que seul le chef de l'État, par une signature de loi d'Empire, pourra modifier ou abroger la loi ou la Constitution. Mais comme l'empereur est parti et que personne ne prend sa place, pas même la République de Weimar, ben cette Constitution reste au congélateur, on ne peut plus y toucher. Et on ne peut pas toucher non plus aux lois qui sont dedans. Pour pallier à ça, eh bien, en 1924, ça demande un petit peu de temps, il y a une commission spéciale de comment régler la question, etc., qui va se mettre en place, 1919, 1920, etc.
en 1924, vont être promulguées le 1er juin deux lois, le même jour, mais elles ont été votées préalablement et dans le désordre. Le 1er juin 1924, une civile et une commerciale, et elles ont été rédigées par Robert Schuman. Il connaissait super bien le droit, c'était un avocat alsacien. Alors, que dit cette loi civile du 1er juin 1924? C'est la plus importante. Déjà, elle contient 268 articles. Et c'est à 80% des questions de notaire, de propriété, etc. Il y a un peu de chasse, il y a un peu de religion, etc. Mais le principal tourne autour de ça. Et donc, il le dit, cette loi dit, on réintroduit en Alsace-Moselle le droit français, mais on va s'épargner de le faire sur le culte, sur la chasse, sur les associations, sur les fondations, sur les baux civils et commerciaux, donc ça fait écho à la loi commerciale, le louage de service, c'est-à-dire la mise à disposition de populations, c'est de l'esclavagisme, les relations maîtres domestiques, le partage judiciaire notarial, la protection sociale, la fameuse mutuelle entre guillemets, le droit du travail avec tous ses petits avantages, le droit administratif, tout le système administratif en Alsace-Moselle est géré par le droit local, pas par les règles françaises. Donc Conseil d'État, tribunal administratif, tout ça, c'est du banc. C'est presque des emplois fictifs. Enfin, ça en est en fait. Le droit des communes et des municipalités. On ne reconnaît pas dans cette loi, alors ça c'est pernicieux, on ne reconnaît pas les traductions nécessaires pour le litige. Le juge français doit prendre sa décision souveraine, il en a parfaitement le droit, mais il n'est pas reconnu comme compétent, parce qu'il ne connaît pas le droit allemand, il ne connaît pas le droit alsacien, et il est français. Et ces lois sont reconduites tous les 10 ans, jusqu'à ce qu'en 1951, par décret, on considère qu'elles resteront provisoires. Du provisoire qui dure, puisqu'elles sont toujours valables aujourd'hui. Le législateur français, en 1924, ne pouvait pas ignorer qu'il y avait des traductions officielles qui existaient. C'est peut-être aussi pour ça qu'il les a bloquées. Puisqu'en 1908, il y avait l'Office de législation étrangère, de droit international, vous voyez, ça touche le droit international, qui avait été créé en 1876 par le ministère de la Justice pour préparer toutes les traductions. Alors, il n'y a pas que l'allemand, il y a aussi les italiens, il y a beaucoup de pays. Mais en tout cas, il y a tous les textes nécessaires pour comprendre le droit alsacien. Et elles sont reprises un siècle plus tard par Jean-Marc Ayrault quand il est Premier ministre, professeur agrégé d'allemand. Il n'a peut-être pas eu le temps de se plonger dedans, mais il a peut-être regardé quelques articles pour voir si tout ça, c'était pas des bêtises. Et qui reste malgré tout à titre indicatif, puisque comme les traductions n'en sont pas valables, on ne peut pas les faire paraître au journal officiel, elles seront uniquement à titre indicatif dans les recueils administratifs de la préfecture. En 1919, au moment de la signature du traité de Versailles, première chose un peu scandaleuse, c'est qu'il y a un arrangement qui est signé entre les États signataires du traité de Versailles et l'Allemagne. Alors ça concerne la Belgique, l'Angleterre, la France, les États-Unis et l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait un débat de créer un État rhénan qui se trouvait à cheval sur les deux côtés du Rhin. C'était le projet des Français et on leur a dit non, parce que ça allait jusqu'à la Belgique, etc. Et donc, pour encadrer tout ça, pour surveiller tout ça, il y a eu une co-signature avec les autres pays fondateurs de la Convention sur le traité de Versailles. C'est pour ça qu'au début, on pourrait se dire, mais pourquoi ils se mêlent de ça? Mais c'était parce qu'ils ont fait changer ce projet-là. Par contre, l'administration et le fonctionnement judiciaire restent à l'Allemagne, à Berlin, alors qu'ils viennent de perdre la guerre. Ils se sont battus pour garder l'Alsace, ils la gardent en fait. Vous avez l'arrangement qui est là. Quand vous allez sur Gallica de la BNF, c'est à la page 512 du PDF, où vous retrouvez donc l'arrangement qui explique ce que je viens de vous dire en détail. Il est paru que 6 mois plus tard, le 11 janvier 1920, on pourra voir en détail que c'est une subtilité due au droit notarial. Ça permet de faire disparaître pas mal de biens de propriété ce délai de 6 mois entre les deux. Sinon, ils auraient été publiés au mois de juillet ou au mois d'août. Donc, tant qu'il n'y a pas de litige en Alsace-Moselle, c'est les lois françaises qui s'appliquent. Mais le jour où vous avez un problème, selon la loi du 27 juillet 1923, article 15, alinéa 2, alors se déclenche l'application du droit alsacien.
et notamment tout ce qui va être les conflits d'héritage, de titres bancaires, transmission d'entreprise, etc. Quelqu'un qui arrive ? Alors, pour compliquer les choses et pour encore plus rendre les choses opaques, eh bien, en même moment, donc c'est carrément une loi du 25 juillet 1923, les juges en place qui étaient diplômés, gradués, qui connaissaient le droit alsacien, n'avaient plus le droit d'intervenir. S'ils intervenaient, leurs observations et leurs éléments étaient considérés comme nuls. Donc on les bâillonne et on les interdit d'intervenir dans les décisions de justice concernant le droit local alsacien. Il était prévu, parce qu'il y avait eu un engouement, et puis c'était une nécessité aussi, d'avoir un institut de droit comparé franco-germanique pour pouvoir comprendre le mécanisme. Il était prévu un arrêté qui permettait de créer, le 8 août 1923, par le ministère de l'Éducation, si ma mémoire est bonne, qui permettait de créer cet institut qui aurait permis de régler le problème. Et puis d'avoir des gens diplômés, une nouvelle génération de juristes qui connaîtraient le droit officiellement, etc. Ce décret n'a jamais été paru. On a empêché la création d'un outil essentiel. Donc ce qui veut dire qu'en fait, depuis 1923, eh bien, ce n'est plus enseigné, ce n'est plus reconnu, et les traductions ne sont pas valables, si on voulait s'en servir dans une décision de justice. Les lois existent toujours et sont bien enregistrées. Alors vous les avez bien sûr en copie à Strasbourg, mais vous les avez surtout à Berlin, dans ce qu'on appelle le Reichsgesetzblatt, donc le journal des lois du Reich, et le spécial du fait de la Constitution de 1911, le Gesetzblatt für Elsass-Lothringen. Alors oui, une chose importante, c'est en 1924, par l'intitulé de la loi du 1er juin, qu'on passe de l'Alsace-Lorraine à l'Alsace-Moselle, parce qu'il dira Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle. Et pourquoi ces trois départements ? Parce que ce sont les trois frontaliers les plus directs avec le Rhin et l'Allemagne. Les autres sont beaucoup trop éloignés. Alors j'ai creusé s'il n'y avait pas de la famille à Nancy, ils voulaient peut-être les épargner, j'en sais rien. Je ne suis pas allé voir ça. Ça peut être un petit détail croustillant. Donc comme il y a l'arrangement et que le territoire est géré par Berlin, même si la souveraineté reste française, mais ça c'est factice, quand Hitler arrive, il prend les pleins pouvoirs et qu'il va y avoir l'armistice, il rentre dans Strasbourg et en Alsace, sans nous mettre un seul coup de feu. Déjà beaucoup de gens sont partis, mais parce qu'il considère qu'il est chez lui. Et de plein droit, puisqu'il gère administrativement et la justice de cette région depuis l'arrangement. C'est ce foutu arrangement qui lui permet de faire ça. Il le sait. Donc en Alsace, on n'a pas pu informer la population avec les journaux, et les Français vont bricoler en 1919 un bulletin officiel d'Alsace-Lorraine qui n'a qu'une valeur indicative, puisqu'il n'est pas opposable aux citoyens alsaciens, puisqu'il y a déjà des registres valables. Et en fait, ils n'ont pas pu les utiliser, parce que sinon ils auraient dû reconnaître l'existence de ces constitutions, et comme ils avaient affaire à un système fédéral, ça devenait extrêmement compliqué de pouvoir régler le problème. Donc ils ont préféré mettre ça sous le tapis, du coup, par contre, la population n'est pas informée ni de l'armistice, officiellement. Alors ils l'apprennent par la presse, mais la presse, c'est pas un outil juridique, puis la presse peut vous raconter ce qu'ils veulent. Alors on le sait encore aujourd'hui, hein. Le traité de Versailles, l'arrangement, ils n'en ont pas connaissance. Le plébiscite, il n'y en a pas, ils ne peuvent pas le savoir, etc., etc. Donc les Alsaciens restent dans une zone un nuage, quelque chose de vide en fait, de non-droit et de non-information, même si l'engouement de la guerre fait que la fin de la guerre, c'est tout ce qui comptait pour eux en fait, et de revenir officiellement à la France, même si juridiquement c'est pas le cas. Bon, du fait des pleins pouvoirs de Hitler, la République de Wehrmacht est en sommeil, elle sera abrogée par le nouveau dispositif en 1945. Et autre preuve que le système constitutionnel existe, c'est qu'en 1943, le Gauleiter, donc c'est le gouverneur, on va dire, alors c'est le directeur spécial officiel en allemand, Robert Wagner, c'est pas le chanteur, hein, qui opère, moi j'ai mis une réforme constitutionnelle, mais en fait ce qu'il a surtout c'est que comme il y a les pleins pouvoirs, il n'y a plus recours au Bundestag, au Parlement allemand, et donc ils sont obligés de passer non plus par des lois, mais par des ordonnances. Donc il va y avoir
le registre des ordonnances du gestionnaire civil de la région d'Alsace-Moselle, qui va remplacer le registre des lois. C'est une preuve aussi indirecte qu'il y avait encore ces constitutions et ce système qui existait. Donc l'Alsace-Lorraine, d'un point de vue constitutionnel, de 1871 à 1918, le Reichsland Alsace-Lothringen avait un statut constitutionnel propre par la Constitution, comme je vous l'ai expliqué. Aucun acte constitutionnel allemand n'a jamais abrogé ce statut, même en novembre 1918. Donc Statthalter, c'est le vrai nom du gouverneur, démissionne, le Parlement local se dissout aussi, et le gouvernement révolutionnaire d'Alsace-Lorraine proclame une république d'Alsace-Lorraine, mais il n'y a aucune abrogation formelle à ce moment-là par tous ces intervenants. Et l'arrangement qui se met en place, comme je vous l'ai expliqué, preuve indirecte de l'existence des constitutions, c'est aussi que le Reich nazi aurait pu, par simple décret ou simple loi, comme en Autriche en 1938, comme il l'a fait en Autriche en 1938, proclamer l'Alsace-Lorraine et intégrer au Reich allemand. Ça aurait tout abrogé directement, mais Hitler ne l'a pas fait, alors que c'était très facile de le faire. Alors, on peut succéder à l'empereur de 1919 ? Pour être successeur constitutionnel de l'empereur, il aurait fallu réactiver formellement la constitution du Reich, réactiver celle de l'Alsace, se proclamer souverain de ce territoire, comme pour l'Autriche en 1938, et incorporer l'Alsace. Mais Hitler ne le fait pas. Pour quelle raison ? Ça aurait forcé le Reich à reconnaître l'annexion sur la scène internationale. Or, il considère que ce n'est pas une annexion, puisque c'est à eux, en fait. Ça aurait ruiné toute la collaboration avec Vichy, et ça aurait soumis l'administration à des contrôles juridiques internes intenses et compliqués. Donc Hitler voulait simplement une situation extra-constitutionnelle, sans responsabilité, sans règles, sans contrôle. Il voulait no man's land juridique. 1945, les Allemands, hormis l'Alsace-Moselle, se débarrassent du Troisième Reich et adoptent donc la loi fondamentale écrite par les Alliés. Ce n'est pas eux qui l'ont rédigée. Et ce n'est pas une constitution, puisqu'ils n'ont pas eu de référendum pour l'adopter. Les textes nazis, qui n'ont toujours pas été décodés à l'heure actuelle, ils font partie désormais de tout le corpus de loi possible, utilisable en Alsace-Moselle. Ils ont été abrogés automatiquement du côté allemand, mais pas en Alsace. Donc là, il y a une zone d'ombre, un gros trou noir. Et on a aussi, par exemple, vous savez, en 1945, 44-45, il y a eu la dissolution des groupes vichistes, etc. Le NSPDA, le parti de Hitler, n'est toujours pas interdit en Alsace. C'est-à-dire que si demain un parti nazi se met en place en Alsace, le gouvernement français serait confronté à un gros problème juridique. Je vous parlais tout à l'heure de la décision de 1987. Qu'est-ce que dit cette décision ? En fait, elle explique justement que comme l'Allemagne a une loi fondamentale, une Grundgesetz, et non pas une constitution, c'est parce qu'il reste encore des lois applicables du Reich. Mais elle ne précise pas où. Alors, c'est sous-entendu en Allemagne, mais elle ne va pas se permettre de dire que c'est aussi en Alsace, puisqu'après tout, l'Alsace-Moselle ne fait plus partie du système allemand. Mais il y a quand même un sacré sous-entendu, en tout cas pour nous, même si ce n'est pas justifié juridiquement. Et donc, depuis cette situation, même avec la Ve République, on n'a rien changé au moment de 1945 et de 1958, dans les deux cas. Alors, ça aurait pu être résolu, comme on l'a dit tout à l'heure en préambule de notre discussion. Pour régulariser définitivement la situation, il lui fallut appliquer les règles de la guerre. Et ça, c'était compliqué, parce que ça voulait dire que, par exemple, en 1945, il fallait reconnaître qu'il y avait des régimes nazis avec des registres nazis, et qu'on n'avait pas tout réglé en 1919, donc sortir toute la poussière qui est sous le tapis. Et il aurait fallu simplement, donc ça c'était pour répondre à la question de tout à l'heure, qu'il y ait dans la constitution de 1946 ou de 1958, la France a une seule constitution pour l'ensemble de son territoire. Et un seul journal officiel pour l'ensemble de son territoire. C'est la seule condition, mais bon. Et en participant au référendum de ratification d'une telle constitution, le droit alsacien et la loi de 1924, tout serait écrasé direct, les constitutions ne seraient plus valables et on aurait tout effacé. Ça n'aurait pas interdit d'avoir une commission de transition pour garder le meilleur et se débarrasser du mauvais, mais ça n'a pas été fait.
Donc pour rappel, les règles de la guerre, vous les avez en mémoire, mais d'où derrière la question, est-ce qu'il y avait un traité de paix en 1945 pour respecter la règle de la guerre? Non. Est-ce qu'il y a une consultation de la population? Non. Est-ce que c'est paru dans les journaux officiels encore utilisable en Alsace-Moselle? Non. Et preuve en est qu'il y a deux régimes bien différents, c'est qu'il y a les ordonnances de la rétablissement de l'ordre républicain en 1944, or, il n'y en a pas un pour l'ensemble du territoire, inclus l'Alsace, vous en avez un spécial pour la France et un spécial pour l'Alsace. Et c'est même pas De Gaulle qui va être chargé de promulguer, il va refiler la patate chaude à Jules Génénet, président du Sénat de l'époque, mais aussi pétainiste plein pouvoir de Pétain au moment de 1940, et qui avait été aussi administrateur dans l'entre-deux-guerres de l'Alsace-Lorraine, donc il connaît par cœur le dossier. Il y a un débat sur la validité même de cette ordonnance, en fait. Elle ne serait même pas valable. Mais je ne rentre pas dans les détails techniques ici. Et donc, comme je viens de vous le dire, le problème, c'est que s'il avait fallu le diffuser auprès de la population, il aurait fallu sortir ces registres qui sont nazis et les reconnaître. Donc, en fait, le problème qu'a eu le pouvoir français en 1919, puis Hitler en 1940, le général de Gaulle a eu le même. Ça voulait dire que, rétrospectivement, il fallait reconnaître ce qu'il y avait avant. Et eux, ça ne les arrangeait pas parce que ça voulait dire qu'il fallait démêler tout le sac de nœuds et puis donner une valeur importante à ce qui a été écrasé, en fait. Ils n'ont pas voulu le faire pour des raisons, on va dire, très politiques. Voilà, c'était pour la première partie. Vous voyez, vous avez une demi-heure. C'est ancien, je ne suis pas trop mauvais. Alors, pour la deuxième partie qui vous intéresse peut-être... J'ai une bouteille en plus, il y en a qui veulent ou pas? J'ai pas pris le micro parce que comme ça sonne bien là. Oui, puis on n'est pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup de bruit dans la salle. Je couperai au montage. Je couperai ça au montage. Je mettrai plein d'applaudissements au montage. Si vous voulez. Alors, l'absence de l'application de la loi de séparation en 1905. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le Vatican dans le droit international public, parce que vous l'aurez compris, c'est une question de droit international public. C'est un État particulier qui a son héritage de personne morale du fait de sa longue tradition historique millénaire antérieure aux États modernes. Mais avec l'arrivée des États souverains, et notamment depuis la fin de la guerre de 30 ans, c'est là que les États commencent à prendre forme, ça s'est accéléré au XXe siècle, en 1929 est créé l'État du Vatican. Donc il y a le Saint-Siège qui est le sujet du droit international en lui-même, et le Vatican qui est sa maison, son territoire. L'ONU reconnaît le Vatican et le Saint-Siège, mais qu'en statut d'observateur, parce que le Saint-Siège refuse d'être membre de l'ONU pour rester un petit peu neutre et garder son aplomb de morale religieuse. Alors, on voit que, en fait, on est passé d'un système médiéval où la papauté était puissante politique majeure à un ordre international moderne qui maintient sa personnalité souveraine, même sans les attributs classiques d'un État territorial. Quelle est la valeur juridique du concordat? Alors, ça va dépendre où est-ce qu'on se trouve. Déjà, de façon générale, en droit international public et positif, donc les lois créées par les humains, les concordats sont des traités internationaux bilatéraux conclus entre un État et le Saint-Siège, sujet de droit international souverain. Et ce sont des traités atypiques parce qu'en fait, ils parlent beaucoup d'organisation, domination des évêques, organisation du culte, le statut des institutions religieuses, etc. etc. L'Église catholique a aussi une conception non symétrique du concordat. Dans la doctrine canonique, un concordat est un pactum, accord accordé, ordonné au bien de l'Église. Il est vu comme une forme de coopération, pas comme un contrat strictement bilatéral. Parce qu'en plus du droit allemand, maintenant je me mets dans le droit canonique, ce qui n'est pas une mince affaire. Pour l'Église, l'État peut dénoncer un concordat, mais elle considère ne pouvoir le modifier ou l'abroger que pour des raisons supérieures, morales, religieuses. Donc elle ne fera que pour ces raisons-là. Dans la doctrine canonique classique, le pape n'est même pas considéré comme lié juridiquement au sens strict, de la même façon qu'un chef de l'État le serait avec son État, mais c'est plutôt une signature spirituelle. C'est un concept complètement différent, bien évidemment, on pouvait s'y attendre. Disons, leur façon de voir les choses. Désolé pour la croix.
Donc comment ça se passe en France avec le Concordat, avant d'en arriver à l'Alsace? Donc comme vous devez le savoir, en 1801, Napoléon arrive au pouvoir, et comme il y a eu toute l'éradication de l'Église en 1789, les couronnes d'Europe qui nous tombent dessus, il veut pacifier une France déchirée par les religions, il veut renforcer son pouvoir par une légitimité papale, il rendre la France acceptable diplomatiquement en Europe au regard des têtes couronnées, conserver les biens nationaux malgré tout, pour ne pas devoir les rendre au clergé et à l'Église, contrôler l'Église grâce à un cadre juridique, là on retrouve son côté un petit peu empereur, dictateur, réintroduire un ordre moral stable dans la société et neutraliser les clergés royalistes et réfractaires, donc il y a aussi un enjeu politique. Donc dans le préambule, eh bien, on retrouve les éléments de base, à savoir que c'est la religion catholique et que tout le monde se reconnaît respectivement et on se respecte, avec l'article 1 où le culte sera donc public en se confortant aux règles de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. Donc c'est encadré, c'est ce que je viens de dire. Le Concordat du 15 juillet 1801 est reconnu par Bonaparte, mais ce n'est pas lui qui le signe, c'est son frère, donc il lui a donné les pouvoirs plénipotentiaires, et le pape Pie VII. Son contenu réel sur le plan juridique, la liberté de culte catholique, l'organisation du clergé, la délimitation des diocèses, donc tous les périmètres d'action, la reconnaissance que les biens ecclésiastiques et nationalisés ne sont pas restitués, mais gérés par l'État, mis à disposition, et la mise à disposition donc des édifices du culte par l'État. Mais ce qu'il ne dit pas, le Concordat, c'est le financement du clergé, c'est le budget des cultes, c'est l'organisation administrative détaillée, c'est le catéchèse scolaire, donc l'enseignement à l'école, c'est la relation avec les protestants ou les juifs, et la police des cultes, donc de surveiller une bonne discipline de tout ça. Ce qui va faire répondre à ces besoins-là, ce sont les articles organiques qui arrivent l'année suivante, et elles, ce ne sont pas des articles d'un traité, ni même du Concordat. Ce sont des lois nationales ajoutées unilatéralement par Bonaparte pour encadrer strictement le catholicisme, organiser les cultes protestants, donc ça, il va pouvoir l'intégrer par une autre loi de 18 Germinal en 10, l'année suivante, et organiser aussi ultérieurement le culte israélite, avec par décret cette fois. Bien évidemment, Rome a protesté et n'a jamais reconnu ces articles organiques, donc contenu clé qui explique la rémunération par l'État des cultes, la nomination et le statut des ministres de culte, les règles de prédication, la police des cultes, le régime des fabriques. Alors les fabriques, ça existe toujours en Alsace-Moselle aujourd'hui, puisque c'est une cohabitation entre l'Église et la mairie, la municipalité. L'usage des bâtiments de culte et le catéchisme. Une petite anecdote, c'est que l'article 17, le dernier article du Concordat, précise bien que le successeur du consul, donc de Napoléon, du chef de l'État, devra être catholique. Michel Rocard était protestant, Descartes était juif. Simple hasard. Alors, que fait exactement les lois de 1905 par rapport à ce que je viens de dire? Elles suppriment la reconnaissance officielle des cultes, donc c'est l'abrogation des articles organiques, mais pas du Concordat. Elle crée des associations cultuelles, elle remplace les fabriques. Alors, sur ce point-là, le pape Pie X n'est pas d'accord, parce qu'il ne veut pas créer d'associations républicaines pour récupérer le droit cultuel. Il le met dans un encyclique Vehementer Nos de 1906. Il ne veut pas être en lien, c'est parce qu'elles ne sont pas en lien hiérarchique avec Rome, et ça dépend d'un préfet, donc ça ne dépend pas du pape, donc ça ne va pas. C'est pour ça qu'en 1907, il y a une loi spéciale qui permet l'usage des églises sans passer par les associations cultuelles. Et sur la prise en charge financière des réparations des édifices avec une autre loi en 1908. La loi 1905 supprime la rémunération du clergé et elle organise des bâtiments, propriété publique, mis à disposition, qui ne sont plus du tout co-gérés avec l'Église. Ce qui veut dire que le Concordat n'est jamais abrogé expressément, même en France, ce que les Alsaciens et les Mosellans appellent la vieille France. Il devient inapplicable. Donc aujourd'hui encore, le Concordat existe en France, mais il n'est pas appliqué. Par contre, bien sûr, comme vous le savez, il est en Alsace-Moselle.
sont en avant en 1871, au moment où le Reich est né à Versailles et que l'Alsace, qui est là, est rattachée à l'Empire. L'Empire intègre l'Alsace-Moselle et il expulse et spolie tous les habitants qui refusent de devenir allemands. D'où la fameuse école alsacienne à Paris, par exemple. Et toute la diaspora alsacienne qui est partie, même à la rigueur, juste à la frontière, et qui restait du côté français. Et plus personne n'a le droit de parler français, pardon. Alors là, à la maison, ils en parlent encore, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que 50 ans plus tard, il y a 2 générations qui sont arrivées, et les nouvelles générations ne parlent pas du tout français. Donc gros problème dans l'administration, gros problème dans les écoles, ce qui a justifié de maintenir un petit peu les choses. C'était le côté politique et sociologique de la chose. Mais au bout d'un siècle, quand même, ça aurait pu être réglé autrement. Ce qui ne se faisait pas avant. Hein. Moi, j'ai un ancêtre qui était allemand. La frontière, elle a bougé de quelques centaines de mètres. Ouais. Non, il était français. La frontière non, il était allemand. La frontière a bougé. Il est devenu français. Ouais. Enfin, il n'a pas le choix. Et il était enseignant. Et il n'a plus le droit d'enseigner parce qu'il ne parlait pas français. Ouais. Et là, par contre, il leur dit, quand je dis spolier les habitants, c'est qu'on leur dit, si vous ne restez pas, vous partez, vous laissez tous vos biens et vous n'avez plus le droit de récupérer quoi que ce soit, même plus tard. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'Empire reconnaît les lois françaises, ce sont les articles organiques donc, de 1802 deviennent des lois allemandes, et ne pourraient être abrogées, modifiées que par l'empereur, comme je l'ai expliqué dans la première partie de mon exposé. Ça ne touche pas au Concordat, il n'en est pas compétent, l'empereur, parce qu'il est protestant, enfin il est luthérien exactement, mais il y aura quand même un accord tacite avec le Vatican, comme quoi, bon, ça reste la religion chrétienne, donc on peut le garder. Alors que c'est l'Église catholique. Donc même l'Église était... C'était à son avantage de rester, parce que au moment du passage de l'un à l'autre, les évêques, les archevêques, les cardinaux, tout ça, ça n'a pas bougé d'un poil, ça s'est adapté. Alors même si le Concordat était maintenu de fait, le passage de souveraineté, les 2 passages, reste juridiquement complexe. Théoriquement, la perte de souveraineté française en 1871 aurait dû annuler le Concordat sur ce territoire, mais comme je viens de le dire, l'Allemagne et Saint-Siège sont convaincus tacitement de maintenir l'organisation ecclésiastique. Alors, argument de maintien depuis 1919, il y a un argument constitutionnel. La Troisième République n'a pas de constitution, ce sont des lois organiques. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas eu de vote référendaire, contrairement à 1958, par exemple, ou 1946. Donc la loi de 1905 n'est pas une loi constitutionnelle, elle n'a pas valeur constitutionnelle. Et donc c'est une loi ordinaire, totalement non constitutionnelle. Le législateur français peut donc parfaitement maintenir un régime concordataire sur une partie du territoire sans violer aucun principe généraux constitutionnel supérieur. Ce n'est qu'après 1946-58 que la liberté religieuse a valeur constitutionnelle sans être rétroactive. Donc c'est ce que je vous expliquais, on aurait pu le nettoyer en 46-58. Argument de droit international public, ben là ça paraphrase ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont les lois de la guerre. Les lois en vigueur dans le territoire cédé continuent d'être en vigueur jusqu'à ce que le nouvel État souverain y procède aux modifications nécessaires, c'est-à-dire sous-entendu des règles de droit international. Et ça, c'est confirmé par toute la doctrine de l'époque. Hein. Les universitaires influencent les juges et les pouvoirs politiques. Donc, c'est pour ça que tout ce petit monde savait tout, du côté français, du côté allemand, du côté international. Tout le monde était parfaitement au courant dans les hautes sphères, j'entends. La population, elle était complètement dans le brouillard. Donc, la France ne reçoit pas à Versailles en 1919 une page blanche, mais un territoire avec un ordre juridique propre, tel qu'il existe en 1918. C'est confirmé par les règles de la guerre, mais c'est aussi confirmé du côté français par une loi du 17 octobre 1919. Alors celle-là, c'est comme l'arrangement, elle n'est pas très connue. Que dit cette loi ? Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, alors c'est avant 1924, avant les lois de Robert Schuman, hein, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui sont actuellement en vigueur, c'est-à-dire allemandes. Article 4. La législation française sera introduite dans les dits territoires par des lois spéciales qui fixeront les modalités et délais de son application. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez une loi française, il doit y avoir sa sœur jumelle spéciale pour l'Alsace-Moselle. Encore aujourd'hui, pour toutes les lois.
La preuve que ça a fonctionné, puisqu'ils l'ont fait un an plus tard des fameux congés payés de 1936. C'est la loi du 17 octobre 1919 que j'ai retrouvée, de 1937. Donc ça, c'est le texte d'origine. Ça, c'est la loi de 1919. Et ça, c'est la version congés payés du Front populaire, Alsace-Moselle. Version congés payés du Front populaire, Alsace-Moselle. Et cette loi n'a jamais été abrogée. Elle est toujours en vigueur. Bah, normal, puisque sinon, ça voudrait dire qu'on les terre tout dessous le tapis. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On arrive à la partie que j'aime le plus. Alors, il faut se remettre dans le bain de quelque chose qu'on n'a pas connu, nous. Qu'est-ce que la non-séparation? Parce qu'on parle toujours de la séparation et de la lutte laïque, mais qu'est-ce que c'est que la non-séparation? C'est une cohabitation de deux droits. Le droit positif, le droit commun de l'État, et le droit canonique. Comme un cerveau à deux hémisphères, celui de l'Église. C'est pour ça que je me suis mis à celui-là. Dans le Second Reich, qui est là, les aigles, les notaires, les avocats, les huissiers étaient des fonctionnaires d'État. Ils n'avaient pas des charges publiques avec profession libérale comme nous avons encore aujourd'hui en France. Et ils prêtaient serment devant Dieu. Ben oui, c'est normal, puisqu'il y a ça. C'est symbolique, bien évidemment. Ce serment devant Dieu devait chercher, du fait de la cohabitation obligatoire, une traduction juridique dans la partie hémisphère État, droit positif, droit commun. Donc les règles de droit positif de l'État avaient la prédominance, mais certains préceptes religieux se traduisaient dans le droit positif. Ainsi, il va de la parole du notaire, qui ne peut jamais mentir, ni falsifier, puisqu'il a prêté serment devant Dieu. C'est sûr. Et vous allez voir, c'est dans la loi. Alors, c'est pas écrit comme ça, parce que la loi laïque ne peut pas dire un truc religieux. Mais vous allez voir la subtilité. De là, l'autorité du jugement pénal, si vous avez un problème de falsification ou autre, pouvait être écartée par l'autorité du jugement civil, qui gère l'affaire de transmission des biens. Lors d'un partage de titres, notamment d'héritage. Oui, on en vient? La charge de la preuve était à l'avantage des notaires jusqu'au 30 janvier 1877 dans le Reich. On est encore en Alsace, c'est encore dans le Reich à ce moment-là. Où ce pouvoir exorbitant fut tout simplement... Alors, j'ai fait une erreur, c'est pas abrogé, il a été écarté, vous allez voir. Donc ça, c'est l'autre difficulté, c'est qu'il faut savoir lire le Fraktur, c'est-à-dire la lettre gothique, comme au Moyen-Âge. Enfin, il y a plusieurs types d'écriture gothique. Celle-là, c'est une version... Fraktur, et il y a certaines lettres, je peux vous assurer que les S ressemblent au F, les T en majuscule ressemblent au B, etc. C'est un capharnaüm pas possible. Donc, oui, c'est ce qu'il a fait en 1943. Bon, mais il y a encore, dans les réformes de 1943, il y a certaines années où c'est en gothique, enfin c'est en Fraktur comme ça. Donc, petit rappel, il faut parler allemand, il faut savoir lire le gothique, il faut connaître le droit juridique allemand, pour pouvoir connaître le droit applicable en France, en Alsace-Moselle. Donc, cet élément-là que je viens de vous montrer, il est ici, hein, bien sûr. Donc, transcrit en lettres latines, donc ça c'est Jean-Luc Fizer qui a fait cette traduction, merci à lui. Une fois que c'est traduit en français, qu'est-ce que ça dit? Cet article, donc c'est l'article qui fait mis à l'écart, sont notamment écartées les dispositions relatives à l'autorité des jugements pénaux sur les jugements civils, c'est-à-dire qu'on arrête les bêtises entre le juge civil, et pour les rapports, dans certains rapports juridiques, exclut certains types de preuves ou ne les admet que sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'on arrête le dispositif exorbitant des notaires. On rentre dans un système normal et d'un procès équitable. Sauf que Robert Schuman passe par là. Notre cher soi-disant père fondateur de l'Europe. Dans l'article 93 de sa loi civile, dans l'avant-dernier alinéa, ici, il invoque l'article 14-2, donc, pardon. Vous voyez, c'est l'article 14-2. OK? Qu'on retrouve ici, là, 14-2, ici. Donc il connaît ce texte, hein, parce qu'il parle allemand, il est le gothique, le monsieur.
il dit ici, cesse également d'être applicable l'article 14 loi d'introduction du Code local de procédure civile sur la liberté de la preuve. Donc il annule ce que le Reich avait annulé. Mais pour l'Alsace-Moselle. Et donc là je remonte en arrière le truc. C'est quand même un article 93 de sa loi, il y a 268 articles. Le plus rigolo, enfin, triste dans cette histoire, c'est que rappelez-vous qu'il y a des traductions qui sont données à titre indicatif dans les registres actuels de la préfecture de Strasbourg. Ça a été fait donc le 15 mai 2013. On invoque à ce moment-là le code local de procédure civile. Alors, jusqu'à cette date-là, il n'y avait pas de code de procédure civile dans le Reich. C'était encore un peu le foutoir. Donc Bismarck met de l'ordre et ils vont mettre en place une réforme. Ils vont inclure un certain nombre de choses qui vont faire que l'article 14 va devenir l'article, il faut arriver à suivre ça, 595 du Code civil. Grâce à la réforme que met en place cette loi-là. Cette loi-là, c'est celle que je vous ai montrée en gothique. Elle met en place un certain nombre de dispositifs et eux, ils vont tout mettre dans le Code civil. C'est l'article 595. Mais, donc là, vous voyez, c'est le cheminement. Alors, vous ne le voyez pas en gros, mais qu'est-ce qu'il dit ? Les titres et la délation de serment sont seuls admis comme moyen de preuve pour établir la sincérité ou la fausseté d'un titre, pour établir des faits autres. L'offre de la preuve par titre ne peut se faire que par la production de titres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas démentir un notaire, ou alors c'est un autre notaire qui le fait, ou alors le notaire va renoncer à son serment. À quoi ça sert tout ça ? Le cœur du réacteur, le contentieux successorial. En France, comme en Alsace-Moselle, le juge civil est souverain pour prendre une décision et trancher lorsqu'il y a un litige, notamment un héritage. Ça concerne aussi les titres bancaires, les transmissions d'entreprise, etc., etc. En France, le notaire intervient juste pour évaluer les biens, établir les actes, préparer le partage. Mais il agit sous le contrôle du juge, qui comprend tout puisque c'est en français en plus. C'est bien plus facile. Seulement en Alsace-Moselle, du fait de la loi civile de 1924, il n'est pas compétent pour préparer sa décision. Il n'est pas diplômé en droit local puisque c'est plus enseigné depuis 1923. Il n'est pas censé parler allemand mais français. Les traductions nécessaires ne sont pas authentiques, donc elles ne sont pas utilisables ni opposables. Le procureur français est incompétent puisque lui il intervient sur des lois françaises et non pas des lois allemandes. Donc quand il y a un litige dans le bureau du juge, il sort. Par application de l'annexe du Code de procédure civile français, il nomme un notaire commis, qui peut être aussi celui d'une des deux parties, conflit d'intérêt. Comment ça se passe ? On va chez le juge civil, on a un problème sur l'héritage, vu que c'est du droit local, je vais nommer tel notaire, qui va s'occuper de ça, dans son petit bureau. Sauf que ce notaire-là peut être aussi le notaire de la partie qui est contre vous. Il peut faire les deux. Et qu'est-ce que c'est que cette annexe de Code de procédure civile ? C'est ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent le Freiwilligengesetz. On n'a pas l'équivalent en français, mais en gros, c'est le recours gracieux. On va demander un recours gracieux pour régler le problème. Et ce système allemand a été mis dans l'annexe du Code de procédure civile français, par le législateur et le pouvoir français, en toute conscience. Donc ils ont ce système-là. Le procédure de partage judiciaire spécial Alsace-Moselle est appelé donc recours gracieux, comme je viens de vous le dire, donc confidentiel, à huis clos, en toute opacité, sans procès équitable, où se trouve la CEDH, sinon à Strasbourg. Une procédure utilisée en France, notamment entre le procureur et le citoyen en infraction avec la loi. Moi, je l'ai eu pour mes points de permis. Alors, on est dans une salle de tribunal, mais on voit le substitut du procureur en tête-à-tête. C'est pas un procès où tout le monde peut intervenir, écouter, c'est confidentiel, en fait. Mais ça, c'est pour quand on est en infraction avec la loi. En Alsace, c'est pour régler le litige. Donc, personne ne peut savoir ce qui se passe. Le notaire alsacien-mosellan a recours au partage forcé. Ah oui, ça c'est un truc génial. Donc il peut imposer la décision même si une des parties n'est pas là. Et puis il peut certifier tout ce qu'il veut puisqu'on ne peut pas dénoncer les actes authentiques qu'il émet. Alors, ce partage forcé existe en France, mais elle est beaucoup plus lourde et beaucoup plus lente.
et pas aussi évidente, alors qu'en Alsace-Moselle, c'est quand même assez radical. Personne ne peut contester les preuves apportées par le notaire, même si elles sont erronées, encore moins si elles sont frauduleuses, falsifiées, puisqu'il a prêté serment devant Dieu, et que par le maintien du concordat, le système juridique bicéphale État-Église reste en vigueur. En Alsace-Moselle, seul le notaire peut renoncer à son serment, ou un autre notaire alsacien-mosellan peut apporter la preuve contraire, sachant que sur une autre affaire le lendemain, il pourra se trouver dans la position inverse. Donc il se tait.